Au début de l'année 2004, Maura Murray, âgée de 21 ans, a dit à son superviseur à l'école d'infirmière qu'il y avait eu un décès dans la famille et qu'elle devait prendre un congé. Quelques heures plus tard, sa voiture serait retrouvée abandonnée après avoir percuté un arbre. Des témoins ont vu Maura, lui ont proposé leur aide qu'elle a refusée. Puis, 10 minutes plus tard, à l'arrivée de la police, elle avait disparu. À ce jour, Maura n'a jamais été revue et une myriade de questions dans son affaire restent sans réponse. Dans l'après-midi du 9 février 2004, Maura Murray a expliqué à un responsable au travail à l'université du Massachusetts à Amherst, où elle était inscrite comme étudiante en soins infirmiers, qu'elle serait absente pendant une semaine à la suite d'un décès dans la famille. Cela aurait pu sembler être un email standard au début, mais on apprendrait plus tard qu'aucun décès n'avait eu lieu dans la famille. Après cet échange, Maura a passé plusieurs appels, dont un à son petit ami, qui n'a duré qu'1 minute puisqu'elle lui a laissé un message vocal, et un autre à un numéro qui fournissait des informations sur la réservation d'hôtel à Stowe, dans le Vermont. Peu de temps après, Maura a chargé sa voiture, une Saturn berline noire de 1996. Elle a emporté des vêtements, ses pilules contraceptives, des articles de toilette et des manuels universitaires. À 15h30, elle a quitté le campus en voiture après l'annulation des cours due à une tempête de neige. 1 heure plus tard, la vidéosurveillance l'a montré retirant de l'argent seul à un distributeur. Il a ensuite été découvert qu'elle avait retiré 280 $. Par la suite, elle a dépensé cette somme en alcool dans un magasin de spiritueux à proximité, achetant un assortiment de boissons alcoolisées, dont de la crème irlandaise Baileys, de la vodka et une boîte de vin. Elle a ensuite quitté Amherst entre 16h et 17h, et l'on suppose qu'elle l'a fait en empruntant l'Interstate 91 Nord. Son téléphone a été utilisé pour la dernière fois à 16h37 lorsqu'elle a vérifié sa messagerie vocale. Peu après 19h ce soir-là, une femme vivant à Woodsville dans le New Hampshire a entendu ce qui a été décrit comme un bruit sourd et fort à l'extérieur de chez elle. En regardant par la fenêtre, elle a vu une voiture contre le talus de neige le long de la route 112 du New Hampshire, après un virage serré sur la route. Elle était orientée vers l'ouest sur la voie en direction est, et la scène a poussé la résidente à contacter le bureau du shérif du comté de Grafton à 19h27 pour signaler l'accident. Un automobiliste a aussi vu l'accident et s'est arrêté pour s'assurer que la conductrice allait bien. Il a aperçu une jeune femme, supposée être Maura, marchant autour de son véhicule, et bien qu'elle ne semblait ni ensanglantée ni blessée, elle paraissait avoir froid et trembler. L'homme a proposé son aide, mais Maura a refusé et lui a demandé de ne pas appeler la police. Elle a affirmé qu'elle avait déjà appelé l'AAA, bien que l'organisation n'ait apparemment aucune trace d'un tel appel, et le conducteur est rentré chez lui pour prévenir les autorités car il n'avait pas de réseau téléphonique sur les lieux de l'incident. Les rapports de police indiquent que les autorités de Haverhill sont arrivées sur les lieux vers 19h46, mais qu'à leur arrivée, il n'y avait plus personne. Aucune trace de Maura. Les autorités ont noté que l'arbre contre lequel elle s'était écrasée avait touché le côté conducteur, endommageant le phare gauche et poussant le radiateur de la voiture contre le ventilateur, rendant ainsi le véhicule inutilisable. Le pare-brise avait été fissuré et les 2 airbags s'étaient déployés. De plus, le véhicule avait été laissé fermé à clé. Il y avait plusieurs indices montrant que de l'alcool avait été consommé sur les lieux, notamment des taches rouges ressemblant à du vin rouge et une bouteille de bière vide. Maura avait laissé derrière elle divers objets, notamment sa peluche préférée, des bijoux en diamant, des indications routières pour Burlington, sa carte AAA et des formulaires de rapport d'accident. Seul manquait sa carte de débit, sa carte de crédit, son portable et plusieurs bouteilles d'alcool achetées plus tôt dans la journée. Aucun de ces objets n'a jamais été retrouvé. Le policier de Haverhill qui était intervenu sur les lieux, ainsi que l'homme qui était passé plus tôt et avait demandé à Maura si elle avait besoin d'aide, ont tous deux passé un certain temps à parcourir les environs à la recherche d'un signe d'elle, mais n'ont rien trouvé. À 20h49, sa voiture avait été remorquée jusqu'à un garage à proximité. On a découvert qu'un chiffon avait été enfoncé dans le tuyau d'échappement de sa voiture, et ce chiffon provenait apparemment de son kit de dépannage d'urgence.
Il faut noter que ce n'était pas la première fois que Mara avait un accident de voiture. En fait, elle en avait eu un juste quelques jours plus tôt, le 7 février, lorsque son père Fred lui avait rendu visite à l'université. Le duo est allé faire du shopping ensemble, puis ils ont dîné. Ensuite, elle l'a déposé à sa chambre de motel et a emprunté sa voiture pour aller à une fête sur le campus de son université. Vers 3h30 du matin, alors qu'elle retournait au motel de son père, elle a percuté une glissière de sécurité sur la route 9 du Massachusetts, causant pour 10 000 $ de dégâts à la voiture de son père. Bien qu'un rapport ait été rédigé sur l'incident, rien n'indique qu'elle ait subi un test d'alcoolémie. On pense que les formulaires de rapport d'accident trouvés dans la voiture de Mara lorsqu'elle disparaît étaient destinés à être remplis par elle et son père. À la mi-journée le lendemain, Mara a été considérée comme une personne disparue et un avis a été émis demandant aux habitants et aux autorités de rester vigilants à son sujet. Bien que son père ait été contacté pour être informé de la situation, il était au travail et n'a appris l'incident que lorsque la sœur de Mara l'a appelé. Il a ensuite pris contact avec les enquêteurs de Haverhill, qui ont déclaré qu'une recherche serait menée le lendemain matin si elle n'était pas retrouvée saine et sauve d'ici là. Mara n'a pas été retrouvée, et une recherche a donc été lancée dès le matin du 11 février. Un chien pisteur a suivi la trace de la jeune femme de 21 ans sur 90 mètres à l'est de l'endroit où sa Saturn a été retrouvée avant que la piste ne s'arrête, poussant les enquêteurs à penser qu'elle était partie dans une autre voiture. Peu après, le service de la pêche et de la faune du New Hampshire et d'autres ont fouillé la zone de l'accident pour trouver des indices, sans résultat utile. Le petit ami de Mara et sa famille sont arrivés en ville en fin d'après-midi et ont été soumis à un interrogatoire approfondi. Son petit ami a dit qu'il avait éteint son téléphone pendant le vol vers Haverhill et, à la remise sous tension, il a trouvé un message vocal d'une personne en sanglots. Il pensait que c'était Mara. L'appel avait été passé avec une carte téléphonique délivrée par la Croix-Rouge américaine. Les autorités ont émis l'hypothèse qu'elle s'était probablement suicidée ou qu'elle avait fugué, bien qu'aucun membre de sa famille ne croyait que ce soit le cas. Lorsque les enquêteurs ont examiné la chambre de Mara plus tard, ils ont remarqué que la plupart de ses affaires avaient été rangées dans des cartons et que la plupart de ses œuvres d'art avaient été retirées des murs. Sa famille a toutefois indiqué qu'elle n'avait toujours pas défait ses bagages depuis qu'elle s'était installée dans cette chambre 12 jours plus tôt. Le 12 Mara a été signalé comme étant en danger et possiblement suicidaire. 10 jours après le début de l'enquête, le FBI s'est joint aux recherches visant à retrouver Mara. À cette période, une seconde fouille a été menée dans la région par le service de la pêche et de la faune du New Hampshire, qui a utilisé des chiens pisteurs, des chiens cadavériques et un hélicoptère équipé d'une caméra thermique. La sœur de Mara a trouvé des sous-vêtements déchirés lors des recherches, mais l'ADN a révélé qu'ils n'étaient pas ceux de l'étudiante disparue. L'année suivante, peu de progrès ont été faits. Les objets trouvés dans la voiture de Mara ont été envoyés pour une analyse médico-légale, mais les résultats n'ont rien révélé d'important et les recherches supplémentaires n'ont donné aucune piste utile. À la fin de 2004, un homme s'est présenté à Fred Murray et lui a remis un couteau qu'il pensait avoir été utilisé pour tuer Mara. L'homme affirmait que son frère, au passé criminel, vivait à 1 mile du lieu de l'accident et que lui et sa petite amie s'étaient comportés étrangement dans les semaines qui ont suivi. Le frère de cet homme aurait mis sa Volvo à la casse peu de temps après cette interaction. Cependant, la famille de cet homme non identifié a affirmé qu'il avait inventé cette histoire pour obtenir la récompense de l'enquête, précisant qu'il avait des problèmes de toxicomanie. Fait intéressant cependant, en octobre 2006, des bénévoles ont mené une nouvelle recherche. Dans une maison située à seulement 1 mile du lieu de l'accident, des chiens cadavériques ont marqué une zone indiquant la présence de restes humains. La maison avait autrefois appartenu au frère de l'homme qui avait fourni le couteau à Fred en 2004. Bien qu'un échantillon de moquette provenant de la maison ait été prélevé et analysé de façon médico-légale, les résultats n'ont pas été rendus publics. Il n'y a eu aucun signe de Mara depuis sa disparition, les enquêteurs ayant noté en 2014 qu'aucun signalement crédible la concernant n'a été rapporté au cours des 10 années écoulées depuis qu'elle a été vue pour la dernière fois. Ses comptes bancaires sont restés inactifs depuis sa disparition. Fred Murray, le père de Mara, a répété à plusieurs reprises qu'il pense que sa fille est morte et qu'elle a été enlevée la nuit de l'accident de voiture. En 2019, une fouille du sous-sol de la maison où les chiens cadavériques avaient réagi a été effectuée, mais aucune preuve n'a été trouvée. Fred avait déjà demandé à fouiller la propriété, mais les propriétaires de l'époque n'avaient pas accepté de telles demandes.
Ce n'est qu'après la vente de la maison que les nouveaux propriétaires ont décidé de l'autoriser. En 2021, les enquêteurs ont découvert des fragments d'os sur Loon Mountain à Lincoln, dans le New Hampshire, à 25 miles de l'endroit où Maura a été vue pour la dernière fois. Sa famille a dit qu'elle était déjà venue à la montagne et connaissait bien la région. Cependant, plusieurs mois plus tard, il a été annoncé que les restes ne correspondaient pas à Maura. En 2024, la sœur de Maura, Julie, a lancé un podcast sur la vie et la disparition de la jeune femme de 21 ans. Intitulé « The Untold Story of Maura Murray », Julie revient sur la vie de sa sœur, ses difficultés et son état d'esprit peu de temps avant sa disparition. Quelques jours avant sa disparition, la supérieure de Maura a signalé qu'elle avait reçu un appel bouleversant et avait dû quitter le travail. L'appel concernait son autre sœur, Kathleen, qui avait eu des problèmes de dépendance à l'alcool, et Maura venait d'apprendre qu'elle avait rechuté. Julie se rappelait qu'après l'accident de Maura avec la voiture de son père, celle-ci était très bouleversée et se reprochait beaucoup. Elle a ajouté que le stress de sa sœur se traduisait par des plats à emporter livrés tard, Julie rappelant que Maura avait déjà eu un trouble alimentaire. Pour moi, c'est un signe qu'elle sentait perdre le contrôle. Une chose sur laquelle elle pouvait avoir un sentiment de contrôle, c'était son trouble alimentaire, et cette nuit-là, je suis convaincu qu'elle a eu une crise de boulimie. Julie a remarqué que sa sœur avait pris des décisions discutables dans la journée précédant sa disparition, reconnaissant les $40 qu'elle avait dépensés en alcool ce jour-là. Elle a dit « Elle prenait de mauvaises décisions avant sa disparition. Son comportement ne lui ressemblait pas. Je serai le premier à le dire. » Julie a également révélé dans le podcast que, bien que le rapport de police ait indiqué que sa voiture était inutilisable après avoir percuté l'arbre, une analyse privée de son véhicule par un expert en reconstitution d'accident n'était pas d'accord avec cette conclusion. Elle a affirmé « Les dégâts ne correspondaient pas à une collision avec un arbre, contrairement au rapport de police. La voiture était en état de marche. » Elle a ajouté que cet expert avait conclu que la voiture avait été endommagée alors qu'elle était en mouvement, et non à l'arrêt ou stationnée, et a également noté qu'une pièce de voiture Chrysler avait été retrouvée dans la Saturn. Elle a affirmé qu'un Jeep Grand Cherokee avait été aperçu à 11 km du lieu de l'accident de Maura, et qu'il est parti lorsque la police est arrivée. Julie a conclu que Chrysler fabrique Jeep, et qu'il y avait également une trace blanche sur le pare-choc arrière de la Saturn. La famille Murray s'est montrée très critique envers ce qu'elle considère comme de l'incompétence policière et des échecs dans l'enquête. Julie a dit que plusieurs personnes ayant été parmi les dernières personnes à voir ou à parler à Maura avant sa disparition n'ont pas été interrogées en détail. Elle a également déclaré qu'une note manuscrite contenant un numéro de téléphone et une adresse retrouvée dans la voiture de Maura n'a pas été correctement examinée. Elle a affirmé que lorsqu'elle a appelé le numéro, la personne lui a dit qu'elle n'avait aucune idée d'être liée à une affaire de disparition très médiatisée. De même, Julie affirme que la police aurait pu manquer des preuves potentielles en ne fouillant pas à l'est du lieu de l'accident, la direction dans laquelle sa sœur se dirigeait. Le père de Maura a très tôt poursuivi la police pour accéder au dossier de l'affaire, est apparu dans des talk-shows et sur des chaînes d'information afin de mettre en lumière son histoire, et a demandé une aide accrue de la part du FBI et de personnalités politiques importantes. Lui, Julie et le reste de la famille ont aidé à créer un site web dédié à son affaire, mauramurraymissing.org. L'affaire Maura Murray est désormais célèbre dans la plupart des cercles spécialisés en faits divers. Elle a fait l'objet de débats, de théories et d'un examen minutieux pendant près de 2 décennies. Mais malheureusement, malgré tout cela, l'affaire n'est pas plus près d'être résolue et la famille de Maura cherche encore des réponses. Au début de l'enquête, on a émis l'hypothèse que l'affaire pouvait être liée à celle de Brianna Maitland, une serveuse de 17 ans qui a disparu alors qu'elle rentrait chez elle après le travail, une nuit de mars 2004. Elle a disparu à Montgomery, dans le Vermont, à environ 145 km de Haverhill, et Brianna ainsi que Maura se ressemblent physiquement, car elles étaient toutes deux de jeunes femmes blanches aux cheveux bruns. La voiture de Brianna est restée sur place lorsqu'elle a disparu. Elle a été retrouvée garée en marche arrière devant une vieille ferme abandonnée, ses affaires à l'intérieur. Cependant, le FBI a finalement conclu que les 2 affaires n'étaient pas liées. Maura Murray reste introuvable. La jeune femme de 21 ans a été vue pour la dernière fois à Haverhill, dans le New Hampshire, le 9 février 2004. Elle est décrite comme une femme blanche aux cheveux bruns et aux yeux marrons.
Elle mesure 1,70 m et pesait 54 kg au moment de sa disparition. Toute personne ayant des informations sur son cas peut contacter le bureau du FBI le plus proche ou faire un signalement anonyme sur tips.fbi.gov/home. Et voilà les faits. N'hésitez pas à laisser un commentaire ci-dessous avec vos propres réflexions et réactions. Et n'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner pour soutenir la chaîne. Merci d'avoir regardé. Restez vigilants, restez prudents et on se retrouve la prochaine fois.